Léa avait 28 ans quand son frère a finalement dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. L'instant d'avant, elle posait un saladier sur la longue table de leur villa louée sur la Côte d'Azur. L'instant d'après, la main de son frère s'abattait sur son épaule et la projetait sur le côté. « Bouge. Va dans la cuisine », aboya-t-il. Les enfants adoptés ne font pas vraiment partie de la famille. Des rires fusèrent autour de la table. Les mots la heurtèrent plus durement que la bourrade, mais le visage de Léa ne scia pas. Elle se redressa, laissant la douleur cuisante se muer en quelque chose de plus froid. Elle avait passé des années à ravaler ce genre de commentaires. Pas ce soir. Au bout de la table, son oncle gloussa. « Et, ma grande, ne le prends pas si mal. Les liens du sang obtiennent l'héritage. C'est comme ça que ça marche. » D'autres ricanements. Personne ne lui dit d'arrêter. Personne ne prononça son nom pour la défendre. Léa laissa le silence s'étirer pendant un battement de cœur, puis deux. Son pouls se stabilisa. Sans un mot, elle plongea la main dans son sac, en sortit une épaisse enveloppe blanche et la laissa tomber au milieu de la table, où elle atterrit entre les taches de vin et les sourires suffisants. Le son qu'elle produisit trancha le bruit comme un coup de marteau de juge. « Vous feriez bien d'appeler vos avocats, dit-elle calmement. Maman et papa m'ont laissé cette lettre. La réunion pour le testament est demain. » Les rires s'éteignirent en pleine inspiration, les visages se vidèrent de leur couleur. Dans cette seconde figée, alors que tous les yeux étaient rivés sur l'enveloppe, Léa ressentit enfin quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avec eux auparavant. Le pouvoir. Avant d'ouvrir cette enveloppe et de passer à la lecture du testament, j'aimerais vous demander une chose. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et de quel endroit du monde suivez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. J'ai envie de voir jusqu'où ce récit de famille, de trahison et de vengeance peut voyager. Tandis que l'enveloppe reposait comme une bombe au milieu de la table, l'esprit de Léa retourna au premier instant où elle avait compris qu'elle n'était pas comme les autres. Elle avait 7 ans quand elle avait entendu le mot « adopté » pour la première fois. Pas de la bouche de ses parents, mais de celle, négligente, de son frère. À l'époque, Julien n'était qu'un adolescent qui claquait les portes et levait les yeux au ciel à tout bout de champ. Mais la façon dont il avait dit « elle n'est pas vraiment à nous » avait tracé une ligne permanente à travers chaque photo de famille dans sa tête. Ses parents avaient essayé. C'étaient eux qui assistaient au concert de l'école, qui veillaient tard pour l'aider dans ses projets de science, qui lui répétaient sans cesse qu'elle avait été choisie, que l'amour importait plus que le sang. Mais les enfants n'écoutent pas toujours les mots. Ils écoutent les pauses, les soupirs, les blagues. Que personne ne corrige. Aux fêtes d'anniversaire, Léa était toujours celle qui tenait l'appareil photo au lieu de souffler les bougies. Pendant les vacances, c'était elle qui débarrassait les assiettes pendant que les vrais enfants se prélassaient sur le canapé et se disputaient pour savoir qui hériterait un jour de la villa sur la côte, parlant par-dessus elle comme si elle faisait partie des meubles. Quand leurs parents tombèrent malades, tout changea. Et pas de la manière romanesque que les gens aiment imaginer. Il n'y eut pas de moment magique où les frères et sœurs s'unirent. Pas de soudaine vague de loyauté de la part de ceux qui partageaient le même acide désoxyribonucléique. Un par un, tout le monde retourna à sa propre vie. Le travail était trop prenant. Les vols étaient trop chers. Les hôpitaux les mettaient mal à l'aise. Léa fut la seule à revenir s'installer. Elle commença à mettre des réveils à 2h et 4h du matin, apprit à prononcer le nom des médicaments et mémorisa les emplois du temps des médecins. Certaines nuits, lorsque la maison devenait enfin silencieuse, elle s'asseyait par terre dans la buanderie, le téléphone à la main, enregistrant des mémos vocaux qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire écouter à qui que ce soit. Jour 18, chuchotait-elle. La fièvre de papa est revenue. Maman s'est encore excusée d'être un fardeau. Je lui ai dit qu'elle m'avait sauvé, mais je ne pense pas qu'elle le croie. Julien n'a pas appelé depuis une semaine. Je ne sais pas s'il a oublié ou s'il s'en fiche, tout simplement. Ces mémos s'accumulèrent comme un second journal intime. Chacun était une preuve de qui était resté et qui ne l'était pas. Chaque fois que Léa vérifiait son téléphone et voyait un appel manqué de son frère ou de sa sœur, il était rarement question de l'état de santé de leurs parents. Il s'agissait d'argent, d'assurance, de la valeur de la maison, de savoir si la location de la villa serait toujours disponible une fois que tout serait terminé. En les regardant maintenant autour de la table, les visages crispés par une peur qu'ils pensaient cachée, elle pouvait voir le fil conducteur entre ses premières piques de l'enfance et ce moment précis. Pendant des années, ils avaient traité sa présence comme facultative et son amour comme un dû.
la seule chose qu'il n'avait jamais envisagée, c'était ce qui se passerait si elle arrêtait de jouer le jeu. Avez-vous déjà été celui ou celle qui est resté quand tout le monde est parti, pour ensuite les voir revenir réclamer les bénéfices? Gardez ce sentiment à l'esprit en entendant ce que les parents de Léa ont décidé de faire à ce sujet. Les mois qui précédèrent ce dîner ne furent pas seulement marqués par l'épuisement. Ils furent marqués par des choix qui allaient tranquillement décider de l'avenir de chacun. Tandis que les machines de l'hôpital émettaient des bips et que les bouteilles d'oxygène sifflaient en arrière-plan, Léa apprit à lire le langage du déclin. Comment un léger changement dans la respiration de son père annonçait une mauvaise nuit. Comment la façon dont sa mère lui serrait la main plus fort signifiait qu'il y avait des choses non dites. Ses frères et sœurs rendaient visite, mais toujours selon leurs propres conditions. Julien arrivait en coup de vent, portant la même eau de Cologne qu'il avait depuis le lycée, lançait quelques blagues pour faire rire les infirmières, puis prenait Léa à part pour lui demander « Alors, qu'est-ce que l'avocat a dit à propos de la succession ? On va devoir vendre la villa. » Il ne lui a jamais demandé combien de nuits elle avait dormi sur une chaise en plastique. Il ne lui a jamais demandé les bleus qu'elle avait sur les bras à force de rattraper leur père quand il trébuchait. Chloé, sa sœur, lui envoyait par texto des articles sur le deuil et le bien-être personnel, mais ne parvenait jamais à trouver le temps de prendre un service de nuit pour que Léa puisse se reposer. Quand elle apparaissait, c'était souvent avec un sac de course à la main et un sourire crispé et coupable. « Je ne peux pas rester longtemps », murmurait-elle, regardant déjà l'heure. « J'ai ce truc de réseautage, mais bon, peut-être qu'une fois que la maison sera vendue et que les choses se calmeront, on pourra faire un voyage. Tu auras besoin d'une pause. » Un après-midi, Léa entra dans le garage et trouva Julien au téléphone, faisant les 100 pas à côté du vieux bateau de pêche de leur père. « Ouais, mec. En gros, il prend la poussière ici, disait-il. On pourrait le laisser partir pour pas cher, juste pour libérer de l'espace. Papa ne l'utilisera plus. » Léa resta dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce qu'il la remarque. Quand leurs regards se croisèrent, il raccrocha, agacé. « Détends-toi, dit-il. J'explore juste les options. Tu n'es pas la seule à penser à l'avenir. » Elle ne dit rien, mais elle prit une photo du bateau ce jour-là. Plus tard, quand il disparut du garage et que l'argent n'arriva jamais sur un compte commun, elle enregistra la photo dans un dossier de son téléphone intitulé « Preuve ». Sa mère remarquait tout. Un soir, alors que la maison était dans la pénombre et que la télévision marmonnait doucement en fond sonore, elle demanda à Léa de s'asseoir sur le bord du lit. Sa voix était faible, mais ses yeux étaient vifs. « Tu sais, nous vous aimons tous, dit-elle. Mais l'amour n'est pas la même chose que l'effort. Tu as porté plus que n'importe lequel d'entre eux. » Léa ouvrit la bouche pour protester, mais sa mère lui serra la main. « Ton père et moi avons changé le testament, » chuchota-t-elle. « Il y a une lettre pour toi, pour après. » La poitrine de Léa se serra. « Je ne veux rien, » laissa-t-elle échapper. « Je veux juste que vous alliez mieux. » Sa mère sourit tristement, le genre de sourire que les gens réservent aux vœux impossibles. « Aller mieux n'est plus la question, dit-elle. Faire ce qui est juste, oui. Le moment venu, tu comprendras, et tu devras être courageuse. » L'enveloppe apparut une semaine après les funérailles de son père, remise par l'avocat de la famille avec un regard qui en disait plus que ses mots n'auraient jamais pu le faire. Elle était scellée avec les initiales de ses parents et une écriture nette et précise sur le devant, pour Léa, à lire avant la lecture officielle du testament. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle la glissa dans le tiroir à côté de son lit et retourna au travail épuisant de clôturer des comptes, d'annuler des rendez-vous et de prétendre ne pas entendre les questions de plus en plus frénétiques de ses frères et sœurs sur les biens immobiliers, les pensions et les actifs liquides. Chaque message vocal qu'il laissait ressemblait moins à du chagrin qu'à de la panique. Au moment du dîner à la villa, Léa avait lu la lettre suffisamment de fois pour en connaître chaque ligne par cœur et pour sentir le poids de la décision que ses parents avaient placée entre ses mains. Ils n'avaient pas seulement rédigé un testament. Ils avaient rédigé un verdict. L'enveloppe sur la table n'était pas seulement du papier. C'était une preuve. C'était un jugement. C'était des années où elle avait été invisible, condensée en quelques pages juridiques qui allaient enfin dire tout haut ce que tout le monde avait essayé d'ignorer. Quand vous pensez à votre propre famille, pour qui une lettre comme celle-là serait-elle écrite? Pour ceux qui se sont montrés présents, ou pour ceux qui n'ont appelé que lorsqu'il y avait quelque chose à gagner? Les funérailles qui précédèrent tout cela auraient dû être un moment de clôture. Mais pour Léa, cela ressemblait plus à un test dont elle savait déjà que la plupart de sa famille allait échouer. La famille avait choisi la plage parce que c'était symbolique.
Ses parents avaient toujours aimé l'océan, la façon dont les vagues effaçaient les empreintes à la fin de la journée, et quelqu'un avait dit que ce serait apaisant d'y disperser les cendres. Debout dans une robe noire qui n'était plus tout à fait à sa taille après des mois de stress et de nourriture d'hôpital, Léa regardait les invités arriver avec des plats, des arrangements floraux et des expressions tristes soigneusement répétées. De loin, la famille semblait unie. Julien se tenait près du devant, la cravate parfaitement droite, serrant des mains avec le genre de hochement de tête sombre qu'on apprend dans les films. Chloé se déplaçait dans la foule, étreignant fermement les proches, les yeux se remplissant de larmes aux moments opportuns, un mouchoir toujours prêt. Pour un étranger, ils étaient les enfants endeuillés qui faisaient tout correctement. Mais si quelqu'un s'était donné la peine de regarder de plus près, assez près pour voir la façon dont la mâchoire de Julien se contractait quand les gens mentionnaient les factures médicales, ou comment les doigts de Chloé plongeaient sans cesse dans son sac pour vérifier son téléphone qui vibrait, ils auraient vu autre chose. Du calcul sous un mince vernis de chagrin. Pendant la cérémonie, Léa était assise entre eux, les épaules tendues, écoutant des histoires sur la générosité de ses parents. Les gens parlaient de la façon dont sa mère glissait de l'argent pour les courses dans les poches des voisins, de comment son père se présentait toujours avec des outils quand l'évier de quelqu'un était bouché ou qu'une clôture s'effondrait. Personne ne mentionna les nuits interminables que Léa avait passées sur des chaises en plastique dur. Personne ne mentionna les décisions financières discrètes prises à la table de la cuisine lorsque ses parents réalisèrent qu'ils n'auraient peut-être pas autant de temps, ni autant d'enfants vraiment présents, qu'ils l'avaient espéré. Personne ne mentionna le changement qui s'était produit lorsque Léa était revenue s'installer et que les autres s'étaient éloignés émotionnellement. Lorsque le pasteur eut fini de parler et que la cérémonie des cendres se termina, la foule se dirigea vers la nourriture, formant de petits groupes, les vieux amis dans un coin, les cousins éloignés dans un autre, les collègues dans un troisième. Léa s'avança vers le bord de la terrasse pour reprendre son souffle, ses mains tremblant encore d'avoir tenu l'urne quelques instants plus tôt. Derrière elle, les voix montaient et descendaient, et le chagrin se transformait lentement en quelque chose de plus familier. Des commérages. La maison seule doit valoir une fortune, chuchota une cousine, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Et n'oublie pas les investissements, répondit une autre. Ils ont toujours été intelligents avec l'argent. J'ai entendu dire qu'ils avaient rencontré leur avocat l'année dernière. La colonne vertébrale de Léa se raidit. Elle entendit la voix de Julien percer, plus basse, mais pas assez. Ouais, c'est compliqué, disait-il à un petit groupe de parents qui se penchait avec empressement. On parle à l'avocat. On verra ce qu'il faut vendre. La villa, la maison principale, peut-être le bateau. Il y a beaucoup de choses à régler. Léa s'est occupée des papiers, mais on s'assurera que ce soit juste. Ce mot, juste, avait un goût de poison. Juste aurait été que quelqu'un d'autre prenne ne serait-ce qu'un service de nuit à l'hôpital. Juste aurait été qu'il manque une réunion ou une fête pour s'asseoir au chevet de leur père pendant qu'il pleurait d'une douleur qu'il était trop fier pour évaluer au-dessus de 5. Juste aurait été qu'il corrige leur oncle des années auparavant, la première fois qu'il avait plaisanté en disant qu'elle avait de la chance d'être là parce qu'elle était adoptée. Au lieu de cela, ils étaient là, jouant la comédie du deuil pour un public tout en planifiant tranquillement la division des biens comme des généraux préparant une campagne. Pendant la veillée qui suivit, le décalage entre l'image et la réalité devint impossible à ignorer. Les assiettes de nourriture restaient à moitié mangées tandis que de petits groupes de parents se penchaient pour échanger des rumeurs à moitié fondées sur les fiducies et les comptes de retraite. Quelques personnes s'approchèrent de Léa pour lui demander si elle tenait le coup, mais leurs yeux glissaient constamment au-delà d'elle vers Julien et Chloé, comme si les vraies réponses se trouvaient auprès des enfants biologiques. Certains posèrent des questions vagues sur la suite, espérant qu'elle révélerait accidentellement des chiffres. Elle donna des réponses polies et brèves et regarda leur visage se décomposer quand elle ne leur tendit pas de scénario. De l'autre côté de la pièce, elle vit Julien et Chloé blottis avec leur oncle, les têtes penchées, les voix basses mais intenses. De temps en temps, l'un d'eux jetait un coup d'œil vers elle, puis détournait rapidement le regard, de la même manière qu'on jette un coup d'œil à une porte verrouillée qu'on a bien l'intention d'enfoncer plus tard. Leur oncle fit un geste brusque vers le plafond, puis vers le sol, parlant clairement de maison, de valeur nette, de diviser les choses logiquement. Personne dans ce petit cercle ne semblait particulièrement brisé par la perte. Il semblait inquiet d'être exclu de quelque chose qu'il croyait leur appartenir par défaut. Ce fut à ce moment que Léa comprit vraiment ce que ses parents avaient fait. Quand ils avaient mis cette lettre scellée entre les mains de l'avocat, ils n'avaient pas seulement mis à jour des papiers. Ils avaient rédigé un verdict sur des années de comportement dont personne ne pensait qu'il compterait un jour.
L'enveloppe qui attendait dans le tiroir de Léa à la maison n'était pas seulement un secret. C'était un tableau de pointage. Debout là, à la veillée, regardant ses frères et sœurs répéter leur deuil pour la foule tout en calculant leur avenir dans son dos, elle réalisa que ses parents avaient vu cette scène exacte arriver. Ils avaient su que leur mort exposerait chaque fissure que la famille essayait de masquer avec des photos de vacances. Ils avaient choisi une personne pour détenir la preuve de ce que chacun avait réellement fait quand cela comptait. Si un étranger était entré dans cette veillée et avait vu Léa debout seule près de la terrasse pendant que ses frères et sœurs élaboraient des stratégies avec l'oncle qui plaisantait sur les liens du sang, qui aurait-il cru mériter l'héritage? Ceux qui s'accrochaient à leur acide désoxyribonucléique, ou celles qui avaient réellement essuyé les larmes de ses parents et nettoyé leur sang sur le carrelage de la salle de bain à 3 heures du matin. De retour au dîner à la villa, quelques minutes après que l'enveloppe eut heurté le centre de la table, la performance que sa famille perfectionnait depuis des mois commença enfin à se fissurer. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Les seuls sons étaient le fracas lointain des vagues, le léger grésillement du grill et la respiration saccadée de personnes qui réalisaient soudain qu'elles ne contrôlaient plus le récit. Puis tout explosa en même temps. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Julien, sa chaise raclant le sol si fort qu'elle faillit basculer. Son visage devint d'un rouge profond et furieux. Le calme étudié des funérailles avait complètement disparu. « Depuis quand reçois-tu des lettres secrètes ?» La voix de Chloé sortit plus aiguë et plus mince que d'habitude, comme si elle était trop tendue. « Pourquoi maman et papa t'enverraient quelque chose sans nous le dire ?» Ses doigts, toujours manucurés depuis les funérailles, tordaient la serviette devant elle en un nœud serré. Léa ne s'assit pas. Elle aimait ce nouveau point de vue, dominant la table au lieu d'être dominée par elle. « Ils vous l'ont dit, dit-elle, gardant sa voix calme alors même que la chaleur montait dans sa poitrine, juste pas avec des mots que vous écoutez. Alors que la main de Julien se tendait vers l'enveloppe, elle la fit glisser plus près d'elle d'un petit mouvement contrôlé. « Ne fais pas ça, avertit-elle doucement. Tu n'as pas le droit de toucher à quelque chose qu'ils m'ont confié. » Son oncle tenta de calmer les choses avec un rire qui tomba à plat. « Allons, ma grande. Tu fais peur aux gens, dit-il, levant les mains dans ce qu'il a dû croire être un geste apaisant. Nous sommes une famille. Quoi que ce soit, nous pouvons régler ça ensemble comme nous l'avons toujours fait. » Léa tourna la tête et croisa son regard. « Vous avez dit que les liens du sang obtenaient l'héritage, lui rappela-t-elle, sa voix toujours égale. Vous êtes sûr de vouloir parler des ensemble maintenant que vous pensez être du mauvais côté des papiers? » Un faible murmure parcourut la table. Les téléphones qui avaient été sortis plus tôt pour les photos du coucher de soleil et de la nourriture étaient maintenant tenus plus près des genoux, enregistrant discrètement. Certains cousins se penchèrent en avant, les yeux écarquillés, sentant quelque chose de plus grand qu'un drame familial ordinaire. D'autres trouvèrent soudain un grand intérêt pour leurs assiettes, ne voulant pas être surpris en train de prendre manifestement parti. « Tu es mélodramatique », lança Julien, saisissant l'occasion. « Si c'est une tentative de nous culpabiliser parce que tu as fait la paperasse ennuyeuse et pas nous, ça ne marchera pas. Nous avons tous perdu nos parents, Léa. Tu n'obtiens pas un prix spécial pour ça. » Voilà, l'histoire réécrite qu'il avait répétée dans sa tête, où l'effort de chacun s'équilibrait comme par magie une fois la succession en vue. Léa pencha légèrement la tête, almost comme si elle étudiait un étranger. « Vraiment ?» demanda-t-elle doucement. « Vous les avez tous perdus. Où étiez-vous quand papa est tombé dans la douche et que j'ai dû le traîner hors de la baignoire toute seule? Où étiez-vous quand maman s'est excusée de respirer trop fort la nuit parce qu'elle pensait me tenir éveillé? Où étiez-vous quand vous avez vendu son bateau dans son dos et dit à votre ami de ne rien déclarer? » La couleur quitta le visage de Julien si rapidement que c'en était presque impressionnant. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia-t-il. « Ce n'était pas. Tu déformes les choses. J'essayais juste de gérer. J'ai les photos, le coupa Léa, sa voix toujours posée mais tranchante comme l'acier. J'ai les dates. J'ai les textos où tu as écrit Léa s'occupera du côté émotionnel. Moi, je m'occupe de l'argent, lol. Et ceux où tu as dit à ton ami fais-moi juste un virement. Ne mets rien d'officiel. Tu veux que je les lise à voix haute maintenant? Ou on devrait garder ça pour l'avocat demain? » Un léger hoquet de surprise parcourut la table. Chloé regarda de l'un à l'autre, la panique se propageant sur son visage comme une tache. « D'accord, tout le monde. Est-ce qu'on peut se calmer? » dit-elle, sa voix tremblant maintenant. Ça devient incontrôlable. Nous sommes à table. Les gens regardent.
Les voisins peuvent probablement entendre. Bien, répondit Léa. Ils devraient entendre. Ils m'ont vu charger maman dans la voiture à 4 heures du matin. Ils m'ont vu rentrer à la maison avec encore des bracelets d'hôpital au poignet. Ils vous ont vu arriver en retard avec du café et partir tôt pour prendre un verre. Il est peut-être temps qu'ils voient le reste de l'histoire au lieu de juste votre compilation des meilleurs moments. Elle plongea la main dans sa poche, déverrouilla son téléphone et tapota l'écran. Une voix familière emplit l'air faible, fatigué, mais assez clair pour couper court à toutes les excuses chuchotées. La voix de sa mère. Si vous entendez ceci, commença l'enregistrement, faisant sursauter toute la table, cela signifie que nous n'avons pas été assez courageux pour le dire à voix haute pendant que tout le monde faisait encore semblant. Léa, tu es celle qui est restée. Ne les laisse pas te faire sentir petite pour ça. Nous savons ce que chacun de vous a fait. Les mots restèrent suspendus, impossibles à repousser dans le silence. Julien se jeta par-dessus la table pour attraper le téléphone, mes deux cousins, agissant par réflexe et par curiosité morbide, lui saisirent les bras juste assez pour le ralentir. Personne ne voulait que l'enregistrement s'arrête. Chloé fixa l'appareil comme s'il pouvait prendre feu. « Tu as enregistré maman » chuchota TL, l'horreur et la fascination mêlées. « Elle s'est enregistrée elle-même » répondit Léa. « J'ai juste appuyé sur sauvegarder et je n'ai pas supprimé quand ça vous mettait mal à l'aise. » La pièce parut soudain plus petite, l'air plus lourd. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de savoir quelle version du passé survivrait une fois les documents juridiques lus. Julien inspira profondément, cherchant à reprendre le contrôle. « Tu penses qu'une lettre et quelques enregistrements vont changer quoi que ce soit » ricana-t-il, mais il y avait un tremblement sous la bravade. Le testament est le testament. Nous savons tous comment ça marche. Tu ne peux pas simplement voler ce qui nous appartient parce que tu es doué pour la paperasse et les mémos vocaux. Le sourire de Léa n'atteignit pas ses yeux. « Tu n'arrêtes pas de dire que tu sais comment ça marche, » répondit-elle. « Et pourtant, tu ne sembles toujours pas comprendre que maman et papa n'ont jamais rien fait à moitié. Ils n'ont pas seulement changé le testament. Ils ont documenté pourquoi, par écrit et de leur propre voix. Ils se sont assurés qu'il n'y aurait aucune confusion sur qui a porté le fardeau et qui s'est pointé juste à temps pour la lecture du testament. » Autour de la table, les parents s'agitèrent sur leur siège, le poids de ces mots pesant sur eux. L'idée qu'il y avait une trace écrite et enregistrée des actions et inactions de chacun était plus terrifiante que n'importe quel chiffre attaché à un compte bancaire. Cela signifiait que si l'affaire allait au tribunal, il ne s'agirait pas seulement de failles juridiques. Il s'agirait de savoir qui le juge croirait lorsque l'histoire de cette famille serait mise à nu. S'il y avait une caméra sur la table de votre famille en ce moment, enregistrant chaque blague, chaque rejet, chaque « détends-toi, on est en famille », seriez-vous toujours aussi confiant sur ce que vous pensez mériter plus tard? Ou est-ce que la rediffusion raconterait une histoire très différente au moment d'ouvrir l'enveloppe? Le lendemain matin, la salle de conférence de l'avocat de la famille ne ressemblait en rien à la villa sur la côte. Fini les guirlandes lumineuses et l'odeur de grillade. À leur place, des ampoules fluorescentes, une longue table polie et une pile de dossiers qui semblaient plus lourds qu'ils ne devraient l'être. Léa était assise à une extrémité, l'enveloppe ouverte devant elle, son contenu déjà gravé dans sa mémoire. Julien et Chloé étaient assis en face, leur oncle entre eux comme une sorte de porte-parole non officiel des liens du sang. Quelques parents clés avaient insisté pour venir en soutien, mais tout le monde savait qu'ils étaient vraiment là pour le spectacle. L'avocat s'éclaircit la gorge. « Vos parents ont mis à jour leur plan de succession il y a 18 mois, commença-t-il. Ils ont demandé qu'une lettre personnelle à Madame Léa soit remise avant cette lecture, ce qui a déjà été fait. Aujourd'hui, nous sommes ici pour passer en revue le testament officiel. » Julien se pencha en arrière, essayant de paraître détendu. Chloé tripotait un bracelet, le métal cliquetant doucement contre le bois. Le testament original de vos parents divisait la succession à parts égales entre leurs enfants, continua l'avocat. Cependant, après leur diagnostic et la période de soins qui a suivi, ils ont décidé que cet arrangement ne reflétait plus la réalité de leur dynamique familiale. Le mot « dynamique » tomba comme une pierre. L'avocat ouvrit un dossier, ajusta ses lunettes et commença à lire. « À nos enfants, récita-t-il, nous vous aimons tous, mais l'amour n'efface pas les actions, et les actions ont des conséquences. Durant les dernières années de nos vies, Léa est devenue notre principale aide-soignante. Elle a mis sa carrière, sa santé et son avenir en suspens pour prendre soin de nous quand personne d'autre ne le voulait.
Ce sacrifice ne peut être mesuré en euros, mais il sera reconnu. Un murmure parcourut la pièce. Julien lança à Léa un regard mi-furieux, mi-incrédule. Les yeux de Chloé se remplirent, mais pas de chagrin. Avec effet immédiat, poursuivit l'avocat, la maison familiale, tous les comptes d'investissement et la majorité des actifs liquides doivent être transférés à Léa. Elle sera l'unique propriétaire de la maison principale et de la villa. De plus, elle aura pleine autorité sur la manière dont nos fonds restants seront utilisés pour perpétuer notre héritage. Julien frappa la table de sa main. C'est de la folie, aboya Théil. Ils ne nous auraient jamais exclus comme ça. Nous sommes leur sang. Nous avons des droits. Ils avaient anticipé cette réaction, dit calmement l'avocat. Il y a un addendum. Il souleva une autre page. À nos enfants biologiques, lut-il, nous ne vous déshéritons pas par méchanceté. Nous vous tenons pour responsables. Vous recevrez chacun une fiducie modeste, payable uniquement si vous remplissez les conditions suivantes. Vous devez effectuer un certain nombre d'heures de service communautaire dans des rôles d'aide-soignant au cours des 3 prochaines années, et vous devez siéger au conseil consultatif de la fondation que Léa choisira de créer en notre nom, sous sa direction. Si vous refusez, les fonds reviendront entièrement à cette fondation. Silence. Puis Julien rit, un son dur et amer. Alors maintenant, nous devons travailler pour notre propre héritage ? Ricana Théil. Ils s'attendent sérieusement à ce que je passe mes week-ends à changer des bassins pour accéder à ce qui devrait être à moi. Ils s'y attendaient sérieusement, dit doucement Léa. Ils m'ont regardé le faire gratuitement. Il y a aussi une note ici concernant la vente de certains actifs, ajouta l'avocat. Plus précisément, le bateau de pêche. La bravade de Julien faiblit. Quelle note ? Demanda-t-il. L'avocat lut. Nous sommes conscients que certains articles ont été vendus sans notre consentement ni la connaissance de Léa. Nous avons ajusté les dons et allocations antérieurs en conséquence. Toutes les avances informelles prises sur la succession par nos enfants biologiques sont par la présente considérées comme définitives. Elles ne seront pas compensées ailleurs. En d'autres termes, l'argent que Julien avait empoché du bateau était le seul argent qu'il verrait jamais s'il refusait les conditions. La pièce bourdonna de commentaires chuchotés. Les cousins échangèrent des regards, certains choqués, d'autres sombrement satisfaits. L'oncle qui avait plaisanté sur les liens du sang évitait totalement le regard de Léa. Tu pourrais contester ça, marmonna-t-il à Julien. On peut plaider l'abus de faiblesse. Elle était seule avec eux. Elle aurait pu les pousser à faire ça. Léa se pencha en avant, sa voix ferme. Allez-y, dit-elle. Portez l'affaire au tribunal. Ensuite, nous pourrons diffuser les enregistrements, les mémos vocaux, les messages où vous parliez de me refiler la responsabilité, les textos sur la vente du bateau, les témoignages des infirmières. Vous voulez vraiment qu'un juge entende tout ça ? Pour la première fois, la colère de Julien se fissura pour laisser place à la peur. Il regarda l'avocat, les papiers, ses propres mains. C'est du chantage, chuchota Théil. Non, répondit Léa. Ce sont des conséquences. Elle ne jubilait pas. Pas exactement. La satisfaction qu'elle ressentait était plus aiguë que la joie, plus proche de la justice. Ses parents ne lui avaient pas demandé de pardonner. Ils lui avaient demandé d'être courageuse. Et être courageuse dans cette pièce signifiait ne pas reculer lorsque les personnes qui avaient méprisé sa douleur ressentaient enfin une partie de la leur. Si vos parents avaient laissé un testament qui récompensait l'effort au lieu du sang, cela aiderait-il votre famille ou la ferait-il exploser comme celle-ci était en train de s'effondrer en ce moment ? Dans les mois qui suivirent la lecture du testament, l'histoire ne prit pas fin. Elle changea de forme. La villa sur la côte, autrefois toile de fond des vacances familiales et des commentaires passifs-agressifs, devint silencieuse sous le contrôle de Léa. Elle la parcourut pièce par pièce, décidant de ce qu'il fallait garder, donner et vendre. Chaque décision semblait tracer une ligne entre la vie dans laquelle elle avait été forcée et celle qu'elle était enfin autorisée à construire. Avec l'aide de l'avocat, elle créa la fondation que ses parents avaient imaginée. Elle se concentrait sur le soutien aux aidants familiaux des personnes qui, comme elle, avaient mis leur propre vie en suspens pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Des subventions finançaient des soins de répit, des thérapies et des conseils juridiques. Le conseil d'administration se réunissait une fois par mois dans la salle à manger même où son frère l'avait repoussé de la table. À la tête de cette table siégeait désormais Léa. Les sièges sur les côtés étaient techniquement réservés à Julien et Chloé,
au cas où ils choisiraient de remplir les conditions liées à leur fiducie. Pendant un certain temps, ils restèrent vides. La nouvelle du testament s'était répandue, et pas de la manière dont Julien l'avait espéré. Les amis qui avaient autrefois ri de ses blagues sur l'exploitation de l'héritage évitaient maintenant son regard. Quelques-uns contactèrent Léa en privé, s'excusant pour les fois où ils avaient suivi les blagues sur les liens du sang. D'autres disparurent simplement de la discussion de groupe de la famille, ne voulant pas choisir un camp à voix haute, mais ajustant discrètement leur loyauté. Julien tenta de riposter au début. Il y eut des courriels furieux, puis des courriels plus froids, plus soigneusement formulés, clairement écrits en pensant à un juge potentiel. Mais chaque fois qu'il parlait à un avocat, la réponse était la même. Le testament était solide. Les preuves, si elles étaient présentées au tribunal, ne le feraient pas passer pour une victime. Finalement, les courriels cessèrent. Quelques mois plus tard, il se présenta à une réunion de la fondation, vêtu d'un costume qui ne lui allait plus aussi bien qu'avant. Il arriva en avance pour une fois et resta dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que Léa lève les yeux de ses notes. « Le siège est toujours libre ?» demanda-t-il, faisant un signe de tête vers une chaise vide sur le côté de la table. Léa l'étudia. Il y avait encore de l'arrogance dans l'inclinaison de son menton. Mais il y avait aussi autre chose. De la fatigue, peut-être, ou la prise de conscience insidieuse que le monde ne tournait plus autour de ce qu'il pensait mériter. « Les conditions n'ont pas changé », dit-elle. Réunion du conseil, heure de service, pas de raccourci. Je sais, marmonna-t-il. L'argent se fait rare. Et mon avocat dit que c'est le seul moyen. Ce n'étaient pas les excuses qu'elle avait un jour rêvé d'entendre, mais c'était plus honnête que ses blagues sur le sang ne l'avaient jamais été. Alors, assieds-toi, répondit-elle. Écoute avant de parler. Chloé arriva quelques réunions plus tard. Sa chute avait été plus discrète, des occasions manquées, des amitiés tendues, une conscience croissante que les invitations qu'elle tenait pour acquises n'arrivaient plus. Elle ne discuta pas lorsque Léa lui tendit le planning des bénévoles pour le centre d'aide aux soignants avec lequel la fondation était partenaire. La première fois que Chloé aida un étranger épuisé à remplir des formulaires pour les soins palliatifs, elle rentra chez elle et pleura. Pas les jolies larmes prêtes pour la caméra qu'elle avait si bien su afficher aux funérailles, mais des sanglots bruts et désordonnés qui n'avaient nulle part où aller. Léa ne se précipita pas pour la réconforter. Elle ne remua pas non plus le couteau dans la plaie. Elle laissa le travail faire ce qu'il était censé faire, les confronter à la réalité qu'ils avaient refusé de voir lorsque c'étaient leurs propres parents qui gisaient dans les lits d'hôpital. La vengeance, réalisa Léa, n'avait pas toujours à ressembler à quelqu'un qui perd tout et s'en va seul. Parfois, elle ressemblait à forcer les gens à faire face aux conséquences de leurs choix, encore et encore, jusqu'à ce que l'histoire qu'ils se racontaient ne corresponde plus à la vérité. Les fiducies ne seraient versées que si Julien et Chloé accomplissaient la totalité de leur service et de leur travail au conseil d'administration. Restait à voir s'ils iraient jusqu'au bout. Léa savait maintenant que leur lutte n'était plus sa responsabilité. Son devoir avait été envers ses parents, honorer ce qu'ils avaient écrit et pourquoi. Un soir, après une longue réunion du conseil, elle se tenait seule sur la terrasse de la villa, au même endroit où elle s'était autrefois tenue avec une assiette dans les mains et un nœud dans l'estomac. L'océan était le même, mais elle, non. La jeune fille qui se préparait à l'impact chaque fois que quelqu'un faisait une blague sur son adoption avait été remplacée par une femme qui comprenait exactement à quel point sa présence avait compté. Elle pensa à d'autres personnes regardant cette histoire se dérouler sur un écran quelque part. Des gens qui avaient été mis de côté à leur propre table familiale, à qui on avait dit de 100 manières différentes qu'ils valaient moins. Vous n'avez pas à attendre que quelqu'un d'autre écrive votre valeur dans un testament. Vous pouvez commencer à agir comme si c'était déjà vrai. Si vous étiez à la place de Léa, auriez-vous fait ce qu'elle a fait? Laisser le testament en l'état, les faire travailler pour chaque dollar et construire quelque chose qui survivrait à toute cette cruauté mesquine? Ou auriez-vous choisi la facilité, en partageant tout à parts égales et en prétendant que les années de manque de respect n'avaient jamais existé? Dites-moi dans les commentaires quelle fin vous semble être la vraie justice dans une famille comme celle-ci, et si les liens du sang à eux seuls devraient suffire à décider qui obtient l'héritage.